Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans la chronique d'aujourd'hui, le photographe Jocelyn Paquette nous parle de l'histoire du photographe Georges Beaulac et de son studio qu'il s'est approprié il y a de cela plusieurs années. Dans cette chronique de photographie, aujourd'hui, on va parler de M. Beaulac. J'ai bien prononcé ça? C'est très bien prononcé. C'est un nom qui est effectivement pas très courant ici au Québec parce que le monsieur, en fait, Georges Beaulac, sa famille est originaire de la France. Donc, et se sont installés, eux, à Westmount. Donc, ils ont fait passer leur vie là, finalement. Puis Georges Beaulac, pourquoi on va en parler? Ben écoute, dans cette section photographique, c'est parce que c'est un des photographes dont j'ai acquis les négatifs. Et est-ce que c'était un des grands photographes à Montréal? Ou dans le coin de Montréal, en réalité? Alors là, je vais te surprendre. Je crois pas qu'il ait été enregistré comme photographe professionnel ou quoi que ce soit. Je sais par contre qu'il a fait, oui, des contrats de photos. Mais je ne pense pas que si on cherche photographe dans les annuaires de l'époque, Georges Beaulac, je ne crois pas que ça apparaisse. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce monsieur Beaulac? Alors là, c'est... Autre le fait que tu l'as acheté. Là, écoutez, Georges Beaulac, je peux vous avouer que c'est l'un de mes plus beaux fonds présentement. J'ai d'autres beaux fonds. En fait, dans la prochaine chronique, on va parler d'un autre fonds qui est un de mes fonds que j'exploite le plus présentement. Mais Georges Beaulac, écoute, c'est un monsieur qui est né en 1911. Et là, tiens-toi bien, en 1911, ce monsieur-là naît rentier. Il naît quoi? Rentier. Définition. Définition, il n'aura pas besoin de travailler du reste de sa vie parce qu'il est déjà très riche. Le chanceux. Le chanceux. Pourquoi qu'il est riche, ce monsieur-là? Parce que à Montréal, tu sais que Montréal, aujourd'hui, c'est des édifices en hauteur et tout ça, mais Montréal, à l'époque, c'était pas nécessairement ça. Mais c'est grâce à son grand-père, arrière-grand-père, que c'est devenu un peu ça. Parce que lui, il vient d'une famille, du côté de sa mère, ce sont des Gravel. Ces Gravel-là, ce sont les gens qui, à l'époque, travaillaient dans la construction. C'était des architectes, des firmes d'architectes, tout ça. Ils vont être les premiers à ériger des édifices à structure de métal dans Montréal. Et là, ça offre les possibilités de faire des édifices en hauteur et tout ça. Mais, également... ils vont aller plus loin que ça, parce que les édifices qu'ils vont construire leur appartiennent, et en plus, ils vont y loger des compagnies mères, si tu veux. Or, là, ils s'assurent d'avoir une grosse clientèle, puis toute la patente, dans leurs édifices qu'ils ont construits, tout leur appartient. Là. Fait que l'argent rentre, c'est plaisant, ça. Le monsieur décède en 1869, là, l'arrière-grand-père. Il laisse à ce moment-là une fortune évaluée à 900 000 $. Mais 900 000 $ en 1869, ça représente quelques millions aujourd'hui. Oui, exact.
Et ça va leur servir. Donc, ça va être tout simplement géré par les descendants et tout ça. Donc, ce qui fait qu'au moment de la naissance de Georges, ben, il n'aura pas besoin vraiment de se compliquer la vie du reste de sa vie. Il naît rentier. Et c'est une chance pour lui de naître déjà en plus parce que sa mère a fait plusieurs fausses couches. Lui-même, Georges, naît bleu, un enfant bleu. Donc, il a des problèmes au niveau du cœur en partant. Ça va être un gars qui va avoir quand même une santé fragile tout le long de sa vie. Mais on arrive là, on est en 1911, on arrive vers 1928 et en 1928, Georges Beulac a un appareil photo entre les mains. Et il s'en sert beaucoup. Puis il s'en sert, je te dirais, bien. Parce que c'est un gars qui, encore là, ne fera pas nécessairement des photos de gens en partant, mais il va faire plutôt la vie de quartier. Montréal, les quartiers, tout ça, les grands boulevards, les grands centres, tout ça. Est-ce qu'à cause de sa famille ou de l'héritage de sa famille, indirectement, il n'est pas intéressé plus par les édifices ou les bâtiments? Fort probable, parce qu'on va retrouver Georges Beulac souvent dans le port de Montréal. On va le trouver, il photographie beaucoup les bateaux. Puis ça, moi, j'ai beaucoup de gens là, dans mon entreprise qui font affaire avec moi parce qu'ils collectionnent des bateaux. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'avais aucune culture sur les bateaux. Puis là, à force de travailler avec ces gens-là, j'ai effectivement appris beaucoup de choses sur les bateaux. On peut suivre un bateau, non pas par son nom, parce que le nom va changer souvent, mais ils ont ce qu'on appelle un Identification Number, un ID. Bien souvent aussi, maintenant, on appelle ça un IMO. Et puis, ils vont toujours avoir le même numéro, peu importe le nom du bateau. Fait que c'est de même que tu retraces bien souvent l'histoire d'un bateau. Tu peux faire la chronologie d'un bateau et c'est très intéressant, ça. Je suis encore là, je sens des vibrations monter quand je parle de ça. Mais c'est une des branches qui m'ont fait aimer beaucoup ce que je fais. Alors, Georges Beulac s'intéresse à toutes sortes de choses. Écoute bien ça, s'intéresse aux voitures, s'intéresse aux navires, s'intéresse à la vie en général de quartier, va s'intéresser également aux vues, aux paysages que lui offre leur chalet à Sainte-Agathe-des-Monts. Un chalet qui a été racheté d'Athanas David, qui est, je crois, le grand-père justement des David là, qu'on a là, à l'Assemblée nationale. Et écoute, c'est un monde tout à fait spécial parce que là, on parle d'un monde huppé. Georges Beulac, qui adore les voitures, imagine, va s'acheter un jour une Bugatti. Des Bugatti, à l'époque, tu n'en as pas beaucoup. Et d'ailleurs, la sienne, je crois que c'est le deuxième modèle qui est rentré sur le sol à Montréal. La première avait été entrée par un autre monsieur bien nanti. Celle de Georges Beulac, en fait, lui, il la rachète de seconde main. C'est une voiture qu'il a acquise d'un Huntley Drummond qui s'appelle, c'est un banquier. Et puis, lui, il l'avait acheté, il l'avait fait venir en 1930 à Montréal. C'est un modèle, en fait, qui datait de 1927. Et c'était, en fait, la Bugatti Type 37 de 1927. Et puis, finalement, c'est ça. En 1945, Georges Beulac devient propriétaire de cette voiture-là. Il va la conserver jusqu'en 1971. C'est une très belle voiture. Mais par ailleurs, ils vont avoir d'autres voitures. Des Cadillac, des Hispano-Suza. C'est un nom qu'on voit rarement ici, mais c'est l'équivalent de la Rolls-Royce. Donc, tu vois quel genre de personnage. Pourquoi que c'est passionnant, Georges Beulac? Pour une autre chose. Comme je te disais, il vient d'une grande famille. Ici, on a eu à Québec les magasins Paquette, tout ça. Si vous me demandez si c'est parent avec moi, je dirais par la fesse gauche, oui, mais pas tout à fait en ligne directe. Et par contre, Georges Beulac, lui, est issu de la famille des magasins Dupuis et Frères. Donc, Albert Dupuis, c'est son oncle. Toute la famille Dupuis, c'est ses parents avec lui. Il est aussi le cousin de Claude Urtubise, l'édition Urtubise, HMH, ceux qui lisent des livres. Là, levez la main, ceux qui lisent des livres. Bon, vous lisez des livres, vous aussi. Et là, voyez-vous, ça, moi, je vois tous tes auditeurs. Je sais que tu me regardes avec un sourire quand je fais ça, mais moi, je les vois tous tes auditeurs. Puis, il y en a beaucoup qui connaissent les éditions HMH. Donc, c'est Claude Urtubise, qui était le fondateur de ça.
était le cousin de Georges Beulac. Et pour ceux qui connaissent les éditions Urtubise ou qui connaissent un peu l'histoire des éditions Urtubise, savent que dans les années 30, ce groupe-là, un peu comme les gens qui avaient fait le refus global au niveau des arts, là, donc, eux, ils ont fait la relève. C'était un genre de document qui donnait à des gens qui avaient envie d'écrire l'opportunité d'écrire, puis on est on commence à tasser des balises dans ces époques-là, parce que je te parlais du refus global, là, on tasse un peu le monde religieux, tout ça, on enlève les formes, on crée des formes, c'est spécial. Mais au niveau de la relève, c'est un peu ça. On fait appel à des artistes, des poètes qui ont envie de laisser libre cours à leur poésie. Puis des fois, ça va être assez étrange. Ce qui amène un jeune homme poète à se faire connaître là. On parle ici d'Hector de Saint-Denis-Garneau. Or, là, Hector de Saint-Denis-Garneau, aujourd'hui, si on se parle au moment présent, si on est un étudiant en poésie à l'université, alors on étudie beaucoup cette poésie-là maintenant, et elle a même pris un peu plus d'ampleur que sur celle de Néligan. Pour te montrer, là, juste pour te dire à quel point que c'est rendu quand même assez célèbre, Hector de Saint-Denis-Garneau. Donc, Georges Beulac se lie d'amitié avec tous ces gens-là. On a Jean Lemoine, on a Pierre-Éliott Trudeau, on a André Laurando, on a Robert Élie. Il se positionne très bien dans la société. Exactement. Donc, ce sont des gens qui, un jour, vont faire l'histoire. Que là, je t'ai parlé de Jean Lemoine. Jean Lemoine va devenir ambassadeur du Canada. Il va devenir également un des bras droits de Pierre-Éliott Trudeau, qui était déjà son ami à l'époque, et dont j'ai quelques photos de l'âge que Pierre-Éliott Trudeau, il y a 15 ans. Et je te parlais également de Robert Élie, qui a travaillé à Radio-Canada, qui a travaillé pour Le Devoir, qui a fait beaucoup de choses. Ensuite de ça, donc on revient à Hector de Saint-Denis-Garneau. Hector de Saint-Denis-Garneau était quand même connu parce que, on a fait à partir des années 60, ses anciens camarades avaient fait des recueils sur sa poésie, avaient publié ses lettres de correspondance et tout ça. Et puis, c'est un personnage qui était quand même vu un peu énigmatique, un peu austère ou des choses comme ça, alors qu'il n'en était rien. Pourquoi? Parce qu'on en a la preuve. Pourquoi qu'on en a la preuve? Parce que Saint-Denis-Garneau et Georges Beulac se sont liés d'une amitié folle et Georges a montré à Saint-Denis-Garneau à faire de la photo. On les voit bien souvent. Moi, j'ai des négatifs. Là, c'est incroyable, ça. Je te parle souvent des liens que j'ai. Et là, tu vois Saint-Denis-Garneau photographié, puis tout d'un coup, c'est Georges Beulac qui est photographié. Ni une, ni deux. C'est qui est derrière l'appareil photo? Un et l'autre. Non, c'est ça. Puis c'est Saint-Denis-Garneau qui photographie Georges Beulac. Et vice-versa. Donc, j'ai écoute, je me sens monsieur, là. J'ai des négatifs réalisés par Saint-Denis-Garneau. Ça doit valoir des millions, j'entends déjà les choses, les commentaires. Mais non, écoutez, c'est très intéressant. C'est parce que avant que moi, je publie des photos de Saint-Denis-Garneau, il y avait à peu près 5-6 photos connues sur le web de cet homme-là. Et les photos qui étaient connues, bizarrement, il y a quelques-unes de ces photos-là qui venaient des négatifs que je possédais, mais on ne savait pas où étaient les négatifs. Okay. Ça, c'est des photos qui avaient été trouvées dans des fonds, parce qu'entre autres, André Laurando a cédé ses fonds aux Archives nationales, et on a trouvé la photo, justement, de Saint-Denis-Garneau là-dedans, mais en réalité, c'est moi qui avais le négatif. Puis on a découvert ça par après. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que au-delà des négatifs que pouvait produire Georges Beulac, il faisait également des films. Il a fait comme ça une trentaine de bobines de films qui montrent Montréal au temps des tramways, au temps de la guerre. Il montre C'était également... C'était du 8 mm ou du 16? Oh, oh! On parlait d'un monsieur qui était d'origine française. Lui, il travaillait en 9,5 mm. C'est rare qu'on voit ça ici. Écoute, c'est un format qui est génial parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les téléviseurs HD qu'on a, on pourrait avoir de très belles images de cette époque-là parce que si on se souvient bien, nous, les vieux, ceux qui ont connu le négatif, le film, les 8 mm étaient toutes percées sur le côté du film. Tandis que le 9,5 mm, tu avais l'image, tu avais un trou. Tu avais l'image, tu avais un trou.
au centre du film. Ce qui fait que l'image était plus large sur le film, donc un format qui ressemble beaucoup plus maintenant au format qu'on prend pour les téléviseurs HD. Donc, à ce moment-là, s'il prenait toute la largeur, il n'y avait pas de son possible dessus. Non, c'est exactement. C'est ça. C'est pas du Super 8. C'est vraiment un vieux... Puis c'était des films, d'ailleurs, qu'il avait réalisé, lui, dans les années 30. Mm-hmm. Alors, tu sais que le son va commencer à faire son apparition avec le chanteur de jazz, toi qui es un cultivé, là. Jazz Singer. De Jazz Singer en 1927. Oh, là, la date n'est pas dans ma tête présente. C'est en 1927 que c'est arrivé à ma souvenance à moi. Et lui, dans les films, par contre, amateurs, ça, il va falloir attendre longtemps. Il va falloir attendre l'arrivée du Super 8 avant que ça se produise. Puis ça, ça se passe, je pense, plus dans les années 60. Oui, 50-60. Alors, tout ça pour venir, on en revient à Georges Beulac. Donc, il a fait des films, donc, ça nous a permis de découvrir des gens importants. Ça nous a permis de découvrir la première Bugatti, une des premières Bugatti arrivées au Québec. Cette Bugatti-là, tout à l'heure que je te parlais, qui existe toujours, elle est au Japon maintenant. Et là, c'est le miracle de l'informatique. J'ai publié, moi, des photos de la Bugatti. Et ce genre de voiture-là arrive avec une plaque. Tu sais, le numéro de série, là, parce que là, tu es en Bugatti. Et Georges Beulac avait fait une photo de ça, de cette plaque-là. Donc, et quand j'ai publié ça, moi, le propriétaire actuel, un Japonais, avait trouvé ça, M. Kamiya, qui s'appelle, et il m'a commandé plein de photos de ça, de cette Bugatti-là. Ça a été un événement marquant suite à l'achat de... Est-ce qu'il l'a encore? Oui, il l'a encore. Wow. Oui, il est encore propriétaire, puis je suis encore en contact avec lui. Mais là, on parle d'un auto qui était... 1927, à date de 1927. Ça fait 90 ans qu'elle existe. Wow. C'est fou, hein? C'est sûr qu'il l'a retravaillé. Oui, en fait, Georges Beulac, quand ils l'ont récupéré, c'était justement pour la restaurer, parce qu'il l'a récupéré, lui, déjà assez abîmé. OK. Donc, c'est ça. Puis ça m'amène à parler un peu du travail de Georges Beulac. Pourquoi? Parce qu'il travaille comme un ethnologue. Lui, il photographie une voiture. Mais il ne s'arrête pas à photographier la voiture de loin, là. Il va venir faire des inserts, il va photographier les phares, il va photographier les roues, il va photographier les pentures de porte, il va tout photographier de telle sorte que tu es quasiment capable de reconstruire la voiture. Il était à ce point passionné là, par la photographie que ça, c'est une chose que je trouve redondante dans son travail et qui mérite un peu par contre. Parce que dans sa rue, lui, il restait sur l'avenue Montermont à Westmount. Et il travaillait, lui, sur les films beaucoup. Tu sais, les films chromatiques et tout ça. Puis il essayait différentes choses. Mais il photographiait tout le temps la maison en face de chez lui. Puis ça, c'est redondant. Quand il faisait des tests, il photographiait la maison en face de chez lui, la maison en face de chez lui. Ou encore, là, il se virait puis il photographiait sa lampe sur son bureau. Ça, c'est rare qu'on voit ça, mais dans son travail à lui, je dois avoir à peu près une centaine d'images de la maison d'en face puis de sa lampe. Je te pose une question. Est-ce qu'il a étudié dans le domaine de la photographie ou il était autodidacte? Il était autodidacte. Mais par contre, dans certaines correspondances que j'ai, il travaille avec un studio de Lanose. Donc, je crois qu'il a peut-être suivi quelques cours pour s'approfondir là-dessus. Ou de il a été formé, c'est ça. C'est ça. Il y a Parce que ça chose. peut expliquer pourquoi justement il fait ça, pour avoir un contrôle de son environnement pour que ses tests... Parce que tu sais, toi puis moi, quand on a fait de la photographie, à un moment donné, les premiers tests qu'on a fait, il fallait qu'on soit dans un environnement contrôlé. C'était la seule façon pour nous de vraiment être certain qu'on a compris la physique du négatif. Exact. Alors, s'il est dans sa chambre qui filme sa lumière ou qui filme le bâtiment en avant, c'est un environnement contrôlé parce qu'il sait son environnement, à quoi il ressemble, son éclairage est pratiquement toujours le même. Donc, quand il fait ses tests, il sait c'est quoi sa logistique de pré-photo, en quelque sorte. C'est plus facile pour lui de comprendre le produit. Puis dans son travail, de toute façon, c'est remarquable parce qu'il marque toutes les ouvertures, il marque quel film qu'il a utilisé. C'est passionnant. Là, ce qui fait que quand il faisait ses travaux par la suite, il n'avait pas besoin de se casser la tête. Il ne devait pas faire beaucoup de prises de vue de chaque produit qu'il a pris en photo parce que justement, il y avait un bon contrôle sur sa technique
vu qu'il l'avait fait avec dans le un temps, endroit de toute contrôlé. façon, c'est ça, ça devient de toute façon une habitude. Exact. Hein, fait qu'une habitude, ça se développe comme ça, mais lui, il avait pris beaucoup de notes. Écoute, c'est un dossier qui est intéressant parce que quelqu'un aujourd'hui qui voudrait faire un livre sur l'histoire de la photographie à cette époque-là, puis il rentre dans les dossiers de Georges Beulac et il dit tabarnouche, hey, ça, écoute, là, parce qu'il parle des films panchromatiques, tu sais, tout est là, tu sais. Puis, il va parler, en fait, carrément du film. Tu sais, c'est la compagnie qui a utilisé tout ça, tel genre de film, tel genre de film. Ça en est fou, c'est plaisant. Puis, ça, je fais une parenthèse parce que j'ai le fond d'un ethnologue également dans mes choses, un ethnologue qui s'appelait Jean Trudel. Leur façon de travailler est exceptionnel. Jean Trudel, lui, de son côté, il a photographié souvent des ponts couverts. Donc, il allait, puis même des vieilles maisons, des vieilles granges, tout ça. Il a photographié de l'extérieur, il rentrait à l'intérieur, photographiait les pentures de porte, photographiait les charnières, tout. Et là, il allait même photographier là où les choses se rejoignent au niveau du toit. Puis, écoute, c'est fou! C'est plaisant, tu sais, tu découvres, tu es capable de rebâtir quasiment une grange, tu es capable de reconstruire un pont couvert. D'ailleurs, en fin de semaine, je suis allé pour la première fois à Drummondville, le village d'antan de Drummondville. Le pont couvert qui est là, c'est un pont couvert que j'ai, moi, dans mes fonds négatifs qui viennent, lui, de Jean Trudel. Puis Jean Trudel l'avait photographié avant son déménagement là-bas. Puis il avait pris soin justement de photographier tout pour qu'eux autres le reconstruisent. Parce qu'ils n'ont pas amené ça sur une plate. Ah ouais, let's go, on amène ça. Ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils défont le pont. Mais ils prennent des notes, ils marquent quelle pièce que c'est, puis ils ont un croquis qui va avec ça. Fait que là, après ça, quand vient le moment de rassembler tout ça, on se fie aux photos, puis on se fie aux documents qu'on a. C'est fou, hein? Je te regarde, là, t'es comme en transe, là, puis tu me regardes, puis t'as l'air... Et je t'écoute. Et je peux pas rien faire d'autre. Oui. Mais moi, là, je te parle de ça, puis je vibre à l'intérieur, parce que c'est ma culture. Écoute, une photo, là, on dit toujours... C'est quoi le grand proverbe, hein? Une photo vaut... 1000 mots? Exactement. Moi, je te dirais, j'aurais de quoi faire des encyclopédies à la maison. Je regarde des images, puis je me dis, bon sang, j'ai ça. Puis là, en plus, tu sais, tu trouves une image comme... on avait parlé, plutôt quand on s'était rencontrés, de l'hôtel Montcalm qu'il y avait à Québec. On a un copain, nous, qui était policier à l'époque et puis qui allait souvent faire des descentes à cet hôtel-là. Puis, moi, écoute, j'ai des photos. À un moment donné, je tombe sur une, j'étais content, tu sais. Puis là, je me rappelais justement de notre ami Roger Grondin, qui était policier à l'époque à la Ville de Québec et qui allait faire ce genre de descente-là. Fait que là, je voyais ça, puis moi, c'est un petit clic, Roger. Puis là, ben, finalement, je retrouve d'autres photos de cet immeuble-là. Je l'ai même en photographie aérienne, tu sais, prise d'un autre toit. On dit plus à vol d'oiseau à ce moment-là. Mais, donc, je l'ai à peu près sous tous ces angles. Aujourd'hui, là, tu prends ce document-là, tu fais un dossier avec ça, puis tu documentes, tu fais l'histoire de ce document. Puis, écoute, il y a une place très intéressante. Il était à la place Diouville. Donc, aujourd'hui, c'est la patinoire qui est là, c'est dans le secteur de la patinoire. Mais pour moi, je trouve ça intéressant pour les générations, parce qu'il faut toujours penser génération future. Hein? Puis, la photo que tu fais aujourd'hui, fallait pour les générations futures. Tu sais, photographie grand-papa, grand-maman, parce que tes arrière-petits-enfants, toi, ils ne l'auront pas connu. Non, exactement. Mais c'est ça. Donc, pour conclure avec Georges Beulac, c'est un gars qui n'a pas eu à travailler de sa vie. Il a vécu de sa passion. Il a aimé la photographie. C'en était un passionné, ça. Il a aimé ça, puis il nous a donné des images de Montréal qui sont de superbes images. Il les a faites même des fois à partir des buildings qui appartenaient à leur famille, parce qu'on a des vues en vol d'oiseau, justement, encore une fois, qui sont exceptionnelles. Tu vois beaucoup de publicité de l'époque. Il a photographié, lui, comme je te dis, des magasins, parce qu'il était parent avec Dupuis et Frères, donc les mannequins, la mode dans les années 30, là, tu as ça là-dessus, tout ça, c'est plaisant. Ces passions ont été un peu mes passions, les voitures anciennes, j'aime voir des anciens panneaux de réclame, des choses comme ça. Il y a des choses, il y a des livres à faire avec ça. Écoute, on pourrait faire des livres avec ces photos de voitures, bateaux, trains, les trains à vapeur. Là, on ne parle pas de trains... Puis quand je parle de bateaux, là, on a des bateaux à aube.
Hey, Bateau à aube. à aube. Tu sais, la petite patente là, qui est comme Oui. un genre de moulin là, Oui, sur le bord oui. du bateau, là, puis qui envoie l'eau par en arrière. Ben là. oui. Mais ça se situe sur le côté du bateau. Là. J'en ai de ça dans les fonds. Bateau photo. Écoute, c'est un fond qui est merveilleux, celui-là. Puis lui, il a fait de la photographie de quelle année à quelle année? On parle plus de 1928 à 1962 environ. Parce qu'en fait, il est décédé en 1974 au mois de juin. Ça faisait déjà un certain temps qu'il avait arrêté. Et puis ça, c'est un miracle hein, que j'ai mis la main là-dessus. Puis en fait, juste deux petites choses à ajouter là-dessus, c'est que le fonds m'a été offert un mois après le décès de ma mère. C'était pas évident pour moi d'acheter ce fonds-là parce que moi et ma mère ont été associés dans mon entreprise. Et puis, ce fonds-là m'apparaît comme ça. Puis, hein, j'ai dit oui tout de suite parce que la madame avait amené des négatifs. Puis là, je voyais des bateaux, des voitures, puis toute la patente. Je voyais déjà beaucoup de patrimoine puis beaucoup de choses à faire avec ça parce que je travaille beaucoup dans le domaine du livre. Et puis, j'avais mes cartes postales qui étaient déjà en route. Alors, je voyais beaucoup de potentiel. Fait que je l'ai acheté. Mais c'était une période où j'étais en réflexion à cette époque-là. Et puis, l'autre chose que je voulais dire en rapport à Georges Beulac, c'est que ce fonds-là, imagine-toi donc la personne qui m'amenait ça avait ça dans son... a récupéré ça, en fait, dans la grange d'une personne dont il s'occupait. Tu sais, lui, il était l'employé, là, puis ça, puis la madame avait dit, là, vous allez me vider la grange, je veux tout qu'on vide la grange, tout ça. Lui, il commence à vider les choses, mais là, il voit ça, les négatifs. Fait que là, il va voir la madame, il dit, madame, il dit, vous avez des photos ici, vous n'êtes pas pour jeter ça. Elle dit, moi, ça vient du cousin de mon ex-mari. Ben là, il était décédé, c'est pour ça qu'il était ex, c'est pas parce qu'il était divorcé. Et puis, elle dit, moi, ça m'a jamais passionné, ça, jeter ça aux poubelles. Il dit, je peux-tu les garder? Elle dit, ben gardez-les en autant que je les voie plus. Wow! Alors, c'était... Puis là, ben eux, ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Ils m'ont rencontré au salon des collectionneurs de Drummondville. Puis, ils sont venus me porter ça. Puis, ils étaient très contents parce qu'ils voyaient que moi, je faisais des choses avec ça. Donc, parce qu'eux autres connaissaient mes cartes postales. Mm-hmm. Puis là, ben, quand ils m'ont vu au salon de Drummondville, ils ont dit, je pense que vous êtes la personne idéale à qui qu'on donne ça. Et je les ai récupérés. Vois-tu, ça, c'est fantastique. Déjà, l'histoire de la façon que c'est arrivé ici, ça aurait pu être jeté aux poubelles. Exact. Puis t'en as comment de photos comme ça qui ont probablement été détruites? J'ai 3 fonds qui ont failli prendre le bord des poubelles hein, chez nous, puis entre autres Jean Trudel. Jean Trudel m'a appelé, lui, parce que, bon, il voulait les jeter, mais c'est un contact que j'avais aux Archives nationales qui me les a référés, puis j'ai acheté. Alors, puis j'ai d'autres fonds comme ça importants qui auraient pu prendre le bord des poubelles. Dans le cas de Georges Beulac, écoute, moi, c'est hasard par-dessus hasard. Là, déjà que ça n'a pas été perdu quand que Georges est décédé. Georges, il avait comme légué ça à son cousin qui était Louis Gravel. Et Louis Gravel a conservé ça dans sa grange parce que sa femme n'a jamais voulu les voir en dedans. Puis là, ben, elle a décidé, après la mort de son mari, de s'en départir. Mais finalement, heureusement que le monsieur qui travaillait pour elle, prenait soin d'elle, a décidé de les garder puis finalement me les faire connaître à moi. Parce que ceux qui connaissent mes cartes postales aujourd'hui, toute la série 8 et une partie de la série 7 de mes cartes ont des photos de Georges Beulac. Et ce sont vraiment de petites merveilles. Comme quoi qu'il ne faut jamais rien jeter avant de voir si on n'est pas capable de le sauvegarder quelque part. Ça, on va en parler à l'une de nos prochaines chroniques. Jocelyn, merci encore. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions.
De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.